Bon, salam alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, je me présente, c'est M. Miliani Habib, maître de conférence, du département des sciences de l'environnement. Donc, j'assure ce module, le AD, pour les promos Master 2 de technologie végétale. Donc, la matière, c'est gestion des ressources en eau. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. قال الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. Donc l'eau est une ressource essentielle. Défendre l'eau, c'est défendre la vie. L'eau au quotidien, l'eau est un trésor, donc ne la gaspillons pas, s'il vous plaît. Donc il faut éviter le gaspillage de l'eau. Une petite introduction. Donc l'eau est une ressource vitale pour l'homme. Donc, indispensable à son fonctionnement biologique. Donc, elle est aussi essentielle à ses activités, par exemple l'agriculture, l'industrie et l'usage domestique. Donc l'eau, toujours, c'est une ressource renouvelable. Mais seuls 3% de l'eau présente sur la planète n'est pas salée. De plus, environ 70% de cette eau douce est difficilement exploitable et accessible. Par exemple, les glaciers et neige. L'homme a aménagé de nombreux dispositifs permettant de maîtriser cette ressource précieuse et de favoriser le développement économique. Donc, toutefois, les sociétés humaines sont inégalement dotées en eau et l'accès à cette ressource est révélateur d'inégalité sociale à toutes les échelles. On pose des questions. Donc, quelle est la répartition de l'eau sur la surface du globe? De quelle manière les hommes ont-ils aménagé leur espace pour maîtriser l'eau? Troisième question, l'eau peut-elle être génératrice de conflits? Donc l'eau est abondante sur Terre, mais 97% d'eau salée, les mers et océans, 2% d'eau douce glacée, les pôles et les glaciers, et 1% d'eau douce liquide, dont 3 sur 4 d'eau souterraine. Donc les eaux douces continentales sont rares, irrégulières et mal réparties. Donc le taux d'utilisation des eaux souterraines. Donc vous voyez ce schéma qui présente les trois secteurs, l'agriculture domestique et industrielle. Donc l'agriculture est le plus grand consommateur d'eau par rapport à toutes les autres utilisations, comme domestique et industrielle. Donc 67% par rapport à 22% domestique et 11% industriel. Donc à l'échelle mondiale, entre 20 et 40% des besoins en eau d'irrigation sont satisfaits par les eaux souterraines. Donc le taux toujours d'utilisation des eaux souterraines, donc 17,3% sont prélevés des nappes renouvelables, sont prélevés chaque année pour satisfaire l'agriculture, par exemple l'irrigation. Et 0,62% sont prélevés des nappes non renouvelables. Donc l'irrigation est la pratique qui consomme beaucoup d'eau. Donc le cycle de l'eau.
Voilà, schéma du cycle de l'eau. Donc la quantité d'eau totale de la Terre est restée échangée depuis près de 4 milliards d'années qu'elle est apparue. Donc l'eau ne se crée pas, elle ne se perd pas. Donc l'eau circule en permanence sur la Terre, sous la Terre et dans l'atmosphère. Elle suit toujours le même cycle. Donc, la première étape, c'est évaporation. Donc, sous l'effet de la chaleur du soleil d'eau, l'eau s'évapore. Donc, la vapeur s'élève dans l'atmosphère et par refroidissement, elle se transforme en minuscules gouttelettes d'eau. Donc, c'est la condensation. Des nuages se forment. Les nuages sont composés de ces fines gouttelettes et de cristaux de glace. Donc, poussés par le vent, elles passent au-dessus des continents. Donc, lorsque les gouttelettes d'eau se rassemblent, ou que les cristaux de glace se collent les uns aux autres et sont trop lourds pour flotter dans l'air. Donc, on obtient des précipitations sous forme de pluie, neige, grêle. Après, ruissellement et infiltration. Donc, une partie d'eau ainsi tombée ruisselle sur le sol et va grossir ruisseau, rivière et fleuve. Une autre partie est bue par le sol, elle s'infiltre. Lorsque la terre est saturée d'eau, s'enfonce plus profondément pour rejoindre les nappes souterraines. Donc les fleuves se jettent dans la mer, l'eau des nappes souterraines s'écoule par les fissures des roches et alimente rivières et sources. Sur le littoral, elle s'écoule vers la mer. Et le cycle recommence. D'accord? Donc c'est ça le cycle de l'eau. Donc, l'eau est une ressource inégalement disponible. Donc, un schéma qui représente une ressource inégalement répartie. Donc, il y a 4 couleurs donc, qui montrent les précipitations moyennes annuelles en millimètres, qui est en bleu foncé plus de 2000 millimètres. Et en jaune, c'est moins de 250 millimètres. Donc ce schéma représente, nous montre disponibilité en eau douce par état, on montre que par habitant et par qui est en rouge, donc qui montre situation critique, ça veut dire la pénurie d'eau. Donc insuffisance accrue en eau. En jaune, c'est le stress hydrique, d'accord? Donc situation dans laquelle la demande en eau est supérieure à la quantité disponible. Deuxième carte que représente par des pays ayant accès à l'eau potable en pourcentage. Donc, par exemple, en Afrique du Sud, donc, quel est le pourcentage pour l'accès à l'eau potable? Donc, en Afrique du Sud, par exemple, de 85 à 95%.
Par exemple, Danemark, 95 à 100%. L'Éthiopie, de 30 à 65%. Donc, les trois pays en situation de stress hydrique. Donc, pour l'Algérie et par exemple le Yémen, c'est deux pays en situation critique. Donc, l'accès à l'eau potable, donc, par exemple l'Algérie, de 75 à 85%, et le Yémen de 30 à 65%. Donc, c'est peu. Pour une même situation donnée, donc le stress hydrique en situation critique, l'accès à l'eau potable en pourcentage varie considérablement selon les pays. Donc la situation de l'eau en Afrique, par exemple. Donc 300 millions d'Africains sont accès à l'eau potable. Deuxième situation, première cause de la mortalité devant le sida. Et le troisième, 50% de la population souffre de maladies liées à l'eau. Donc, quelles sont les causes? Un, déficit et vétusté des infrastructures, absence de circuits de distribution. Trois, faiblesse des politiques et des services liés à l'eau. Les conséquences, un, retard de développement économique et social, manque de stabilité politique, trois, problèmes sanitaires graves, notamment sur la santé. Donc, quelles sont les solutions proposées? Par exemple, partenariat entre investissements publics et privés. Deux, aide internationale accrue. Et trois, rénovation des réseaux de distribution. Donc, les sociétés humaines utilisent l'eau pour, l'agriculture, l'industrie et usage domestique. Donc, c'est dans le secteur agricole que cette hausse est la plus importante. Donc, elle représente 70% de l'eau prélevée mondialement. Donc, l'eau, une ressource maîtrisée. Donc, de nombreux espaces aménagés autour de l'eau. Donc, une série de photographies montrant les aménagements relatifs à l'eau va vous être proposée. Donc, un, identifier les différents aménagements représentés sur les photographies. Deux, dites ensuite il s'agit d'installations modernes ou traditionnelles et quels usages sont-elles consacrés? Trois, ces équipements modifient-ils le paysage? Si oui, comment? Donc, par exemple, première photo, donc aménagement représenté. Donc, c'est une rizière en terrasse qui se trouve en Vietnam. Donc, le type moderne ou bien traditionnel, c'est traditionnel. Pour quel usage? Pour l'agriculture. Paysage modifié? Oui. Donc, quelle modification? Donc, déforestation et de regroupement humain. Deuxième photo. Donc, c'est un complexe hôtelier. Donc, moderne, oui. Pour quel usage? Touristique. Paysage modifié, oui. Donc, quelle modification? Donc, un, urbanisation du littoral. Deux, création d'équipements spécialisés. Troisième photo. Donc, usine de dessalement. Donc, moderne ou bien traditionnel, c'est moderne. Pour quel usage? Donc, domestique, industriel. Paysage modifié, oui. Quelle modification? Donc, implantation d'usines, extension urbaine. 4. C'est un puits maçonné qui se trouve au Niger, par exemple. Donc, traditionnel. Pour quel usage? Domestique.
Puis-je modifier? Oui. Donc, quelle modification? Donc, sédentarisation de la population. Figure numéro 5. Donc, c'est un barrage hydraulique de 3 gorges. Donc, c'est un type moderne. Pour quel usage? Donc, domestique, industriel. Paysage modifié? Oui. Donc, quelle modification? Donc, inondation de terres et villages, déplacement des populations. Sixième photo, donc, Fougara. Donc, un système d'irrigation par puissement des nappes souterraines, donc, qui se trouve en Algérie, au sud. Donc, le type traditionnel, pour quel usage? Pour l'agricole. Paysage modifié, oui. Donc, quelle modification? Donc, création d'oasis. Donc, l'eau est une ressource convoitée et menacée. Donc, comment gérer l'eau de manière durable? Donc, pourquoi une gestion durable de l'eau est-elle incontournable aujourd'hui comme dans le futur? Donc, les causes. 1. Vous voyez, chaque année, il y a une pression démographique. Donc, 9 milliards en 2050. 2. Augmentation des productions agricoles qui mobilise déjà 70% des ressources en eau. 3. Développement des activités industrielles. Et 4. Dérèglement et aléas climatiques. Quels sont les principaux risques? Donc, le stress hydrique, pénurie, manque d'eau, désertification, risques sanitaires, assèchement des nappes phréatiques, conflit entre les pays pour la maîtrise de l'eau et migration internationale. Les actions à mener, donc économiser et éviter le gaspillage, stocker la ressource, recycler et dépolluer l'eau, distribuer plus équitablement les ressources en eau. Quels sont les acteurs? Les organismes internationaux, les États, municipalités, entreprises et consommateurs. Quelles sont les solutions? Donc, mise en place et rénovation des infrastructures de stockage et de distribution. 2. Construction de vastes programmes pour la maîtrise et le transfert de l'eau, par exemple les barrages et hydrauliques. 3. Utilisation de techniques économisent l'eau dans l'agriculture, par exemple goutte à goutte ou bien Fogara. Quatrième solution, dépollution des eaux usées pour une réutilisation, par exemple le traitement des eaux usées. Parmi les solutions, par exemple, dessalement de l'eau de mer et à la fin, récupération de l'eau de pluie. Il y a toujours des difficultés ou bien les freins. Par exemple, manque de moyens, notamment pour les pays en développement, manque de volonté politique, modification des comportements. Donc voilà. Donc pour conclure ce chapitre, donc l'utilisation rationnelle de ressources en eau suppose une lutte contre le gaspillage. Elle repose aussi sur l'amélioration des techniques d'irrigation, de distribution et de traitement. Donc enfin, une meilleure coopération entre les États est impérative pour assurer un développement aussi durable qu'efficace. Donc plus qu'une pénurie d'eau, c'est le manque d'infrastructures et une mauvaise gestion de la ressource qui pénalise les sociétés humaines. Donc, il faut préserver l'eau. Il faut préserver l'eau. L'eau, ou الحياة. La deuxième partie, c'est, on va discuter sur l'agir. Donc, c'est quoi l'agir? L'agir, c'est gestion intégrée des ressources en eau. Donc, l'origine, c'est quoi?
les principes ou bien définitions, les ressources en eau et l'agir dans les PV. Donc l'historique et origine de l'agir. Donc il y a deux conférences internationales, euh, par exemple un en 1972 à Stockholm en Suède et la deuxième en 1977 en Argentine. Donc le but de cette conférence, c'est préserver et améliorer l'environnement et l'évaluation systématique des ressources en eau. Donc, les principes du Dublin pour la gestion de l'eau ont été approuvés par les nations comme les principes directeurs de la gestion intégrée des ressources en eau lors de la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement à Rio de Janeiro en juin 1992. Donc, l'agir intégré des ressources en eau peut être défini comme un processus systématique pour le développement durable. La répartition et le contrôle de l'usage des ressources en eau dans le contexte d'objectifs sociaux, économiques et environnementaux. Donc l'agir a été conquis essentiellement dans le but de promouvoir la gestion durable des ressources en eau. Donc, pour préserver cette ressource, il y a des, des étapes. Donc, un, développement des ressources en eau, ou bien gestion des ressources en eau. Il faut une coordination entre la gestion des ressources en eau et la gestion du territoire, ou bien la gestion des ressources naturelles, pour optimiser le développement socio-économique équitable et pour préserver la ressource en eau. Donc, ce schéma qui représente le triangle de la GIR. Donc, trois principaux piliers appelés les trois E de la GIR fournissent le cadre pour la mise en œuvre de la GIR. Donc, ce sont l'efficience économique, 2, l'équité sociale et 3, durabilité environnementale. Donc, quels sont les principes de la GIR? Principe numéro 1, l'eau douce est une ressource limitée et vulnérable, indispensable au maintien de la vie, au développement et à l'environnement. Deuxième principe, le développement et la gestion de l'eau doivent se fonder sur une approche participative impliquant les usages, les planificateurs et les décideurs politiques à tous les niveaux. Principe numéro 3, donc les femmes jouent un rôle important, central dans l'approvisionnement, la gestion et la préservation de l'eau. Et le principe numéro 4, le dernier, l'eau a une valeur économique dans tous ses usages concrets et devrait être reconnu aussi bien comme un bien économique que social. Donc voilà l'historique et le principe de l'agir.